Vous écoutez le podcast de Génilem où l'humain rencontre l'innovation. Un entrepreneur est-il là pour gagner de l'argent ? Réponse avec Boris Siegenthaler, fondateur et CEO d'Infomaniac, dans cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur, à l'occasion des 25 ans de Génilem, avec le soutien de notre parrain De Villard, informatique, impression, numérisation. On reste une boîte atypique, c'est-à-dire qu'on a un hébergeur qui est hyper dynamique. On se fait depuis des années draguer par des fonds d'investissement, par des concurrents. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde de l'hébergement, c'est qu'il y a quelques grosses boîtes qui rachètent en fait tous les hébergeurs d'une certaine taille pour faire des gros groupes européens. Il y a deux gros groupes européens, enfin plus que deux, mais il y a donc deux gros groupes européens qui se profilent vraiment comme des mastodontes. Certains dans le but d'être vendus par des gros groupes encore plus gros mondiaux américains. Et nous, on reste atypique, c'est-à-dire que voilà, moi, j'ai pas fait Infomaniac pour gagner plein d'argent et vendre la boîte parce qu'on me propose des montants qui sont phénoménales. La stratégie de ce côté-là, c'est qu'Infomaniac en fait reste indépendant et le but, c'est d'arriver d'ici 3 à 5 ans à faire en sorte que la moitié de la boîte appartienne à ses employés et l'autre moitié de la boîte appartienne à ses clients. C'est-à-dire que on est en train d'étudier le fait qu'on arrive à vendre des actions Infomaniac et que des gens des clients uniquement puissent prendre des participations, pas majoritaires, c'est-à-dire que tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, par exemple, 10 000 actionnaires, mais que ces 10 000 actionnaires, en fait, ont des outils qui leur permettent de dire, par exemple, les points qu'ils aimeraient voter ou qui soient votés aux assemblées générales. Donc, ils pourront voter de manière électronique. Mais déjà, pour pas qu'on ait 1000 points ou 10 000 points à voter aux AG, en fait, il y a un système où les gens peuvent mettre des pouces, c'est-à-dire que les actionnaires peuvent voir ce qui sont proposés par les autres actionnaires et clients, et qu'ensuite, on va retenir 10 points qui doivent être débattus, qui doivent être discutés, et ensuite, c'est de voir comment, dans les années à venir, où sera la majorité. Est-ce que la majorité donc le contrôle de l'entreprise doit rester aux employés, ou le contrôle de l'entreprise doit rester à 10 000 actionnaires. Donc, j'aimerais arriver à faire quelque chose qui ressemble un peu au Biocop en France qui sont donc Cercle Vertueux qui fait travailler des producteurs bio où les clients doivent être coopérateurs. Il y a aussi cette notion de confidentialité des données, de privacy, comme disent les anglo-saxons. Ça, c'est au cœur même d'Infomaniac. C'est un des cœurs. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a 3 cœurs. C'est l'indépendance technologique et l'indépendance sur le fait qu'on continue à développer. C'est-à-dire qu'on reste un hébergeur atypique par rapport à nos concurrents européens où beaucoup en fait travaillent, sous-traitent beaucoup de solutions. Avec nous, on va développer nos solutions, où on va s'appuyer et on va participer au développement de logiciels open source pour garder cette indépendance en disant nous, on veut pas être les maîtres du monde. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les logiciels open source. On va aussi les développer et les partager en disant mais on veut que des concurrents, on veut qu'il y ait plein d'infomaniacs dans le monde. On veut, moi le GAFA me fout la trouille à titre privé. Et il faut qu'il y ait une biodiversité d'explication des produits avec des plateformes, on va dire, des protocoles ouverts qui fait qu'on peut quand même échanger des données entre hébergeurs, mais c'est pas normal que toutes les données de la planète appartiennent à une poignée de main. Donc ça, c'est complètement flippé. C'est une des priorités d'Infomaniac, avec aussi l'aspect, on est une boîte qui sous-traitons pas de département, par exemple le support, on est à Winterthur et à Genève, et tout le monde est à Genève avec des salaires genevois. On va pas sous-traiter ça au Maroc pour faire des économies, pour gagner plus d'argent, parce que le but aussi, justement, c'est peut-être pas pour les futurs actionnaires d'Infomaniac, c'est pas dans le but de faire de l'argent comme actionnaire. Le but, c'est de participer à une entreprise qui va créer de l'emploi et qui va garder un savoir-faire local. Et quand je dis local, c'est même à l'échelle européenne en disant il faut qu'il y ait ce niveau de compétence où on est sur des développements qui sont quand même très spécifiques, ne disparaissent pas de l'Europe, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont sous-traitées. Je pense qu'on ne cherche pas à se développer sur toute la planète, on cherche à se développer en France, en Allemagne, en Italie. Enfin, on veut rester une entreprise, on va augmenter un petit peu notre périmètre parce qu'il faut qu'on ait une taille critique avec un chiffre d'affaires qui nous permette d'avoir une puissance de développement suffisante. C'est-à-dire que si on a trop peu de clients, plus on a de clients, plus ça nous permet de développer. Donc il faut qu'on ait quand même une taille critique, mais à un moment donné, moi je vais dire, là on devra s'arrêter parce qu'on devient une boîte trop grosse et de faire une boîte trop grosse, ça veut dire qu'on va éliminer un concurrent qui se trouve en Espagne et qui peut être une très jolie boîte, en disant il faut qu'on ait qu'on puisse se partager des parts de marché et qu'on garde une biodiversité du monde numérique, quoi. Je sais aussi que tu es très impliqué, à titre personnel, mais aussi au niveau de l'entreprise, par rapport à tout ce qui est environnement.
Et ça, en général, tout ce qui est data center, etc., on entend souvent beaucoup de critiques par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous partager aussi ta position par rapport à ça? Aujourd'hui, donc, nos data centers, c'est des data centers qui sont plus refroidis, c'est-à-dire qu'on on gagne des prix parce que nos data centers n'ont pas de système de froid. C'est-à-dire que s'il fait 36 degrés dehors, on refroidit nos serveurs à 36 degrés, puis on ressort de l'air derrière les serveurs à 45 degrés, parce que depuis 2012, les serveurs sont faits pour fonctionner en permanence à 35 degrés en entrée d'air, et ils supportent jusqu'à 45 degrés 20% du temps par année, en entrée d'air toujours, et donc c'est une aberration de voir, en fait, comme le plus gros data center de Suisse qui est sorti il y a 3 ans en arrière à Gland, fonctionne toujours avec des groupes de froid, et fonctionne pour moi, je veux dire, ces data centers là, on nous le vendait en francs symboliques, on ne toucherait pas, parce que pour moi c'est un désastre de dire pour 100 watts de serveur il nous faut ça dépend en fait s'ils sont remplis ou pas, mais là il y a peu de data centers en Suisse qui sont remplis. Il leur faut 80 watts de puissance pour faire du froid, pour faire marcher le data center pour 100 watts de serveur. Donc c'est du gros gâchis. Nous, pour un serveur de 100 watts, il nous faut 10 watts pour tout le reste du data center, pour faire du courant secouru, pour faire que la chaleur soit évacuée. Et ça, c'est comme on fonctionne aujourd'hui. Là, le futur data center, en fait, on va utiliser 2 fois l'énergie. C'est-à-dire qu'on a un data center de 1 MW. Ce 1 MW va produire 1 MW de chaleur en faisant du calcul. Et ce mégawatt de chaleur va être valorisé, c'est-à-dire qu'on fabrique de l'air chaud à 45 degrés, et cet air chaud va passer dans une pompe à chaleur et va être injecté dans le réseau de chaleur des SIG, avec le soutien et la collaboration des SIG, pour que cette chaleur en fait soit utilisée 2 fois. Donc là, on va arriver en disant, pour moi, ça doit être la norme des data centers. Ça doit être interdit aujourd'hui de démarrer un data center sans valoriser cette chaleur. Parce que c'est un gâchis énorme. Là, sur ce nouveau data center, en hiver, on va chauffer une vingtaine d'immeubles, et en été, on va chauffer tout un quartier en eau chaude sanitaire à travers le réseau de chaleur, et là ça commence à avoir du sens de dire ok, là on commence à avoir un cycle vertueux pour l'utilisation de serveurs en utilisant de l'énergie renouvelable, ce qu'on fait depuis toujours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à 40% d'énergie verte, 60% d'énergie hydraulique, et donc c'est de l'énergie qui est très vertueuse. Un entrepreneur, il est là pour gagner de l'argent quand même. Ouais, alors moi je dirais non, Infomaniac, dans notre cas, c'est pas en perdre. Voilà, c'est notre philosophie. C'est-à-dire qu'on pourrait gagner énormément d'argent, mais c'est quoi le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est de faire des trucs qui sont durables, et c'est de pas en perdre, en tout cas pour une entreprise. C'est-à-dire que là, c'est 150 familles qu'on nourrit, en disant il y a aussi une certaine fierté de créer de l'emploi, et moi je le fais. C'est-à-dire que, par exemple, pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On va automatiser un maximum. C'est-à-dire que c'est important qu'on ait des bonnes écoles, des bonnes formations, qu'on va essayer de faire que tous les boulots répétitifs soient automatisés. Donc ça fait que, on va dire, où on n'est pas bon, c'est qu'on a quand même besoin d'avoir un niveau de compétence qui est extrêmement élevé. Donc c'est important qu'on ait des écoles qui forment des élèves avec un très bon niveau, pour qu'on arrive à automatiser un maximum pour rester concurrentiel. C'est-à-dire que ce modèle-là, on peut pas l'appliquer pour toutes les entreprises, en disant moi je suis très admiratif d'entreprises qui peuvent faire bosser des gens qui ont pas forcément un niveau de compétence élevé. Et c'est comme ça qu'on peut arriver en fait à rendre une boîte quand même rentable. Quand je dis rentable, c'est-à-dire que notre but premier est pas de faire de l'argent, notre but premier est de montrer en fait suffisamment d'être clean au niveau des banques, pour que les banques nous accompagnent, nous prêtent, et voient que le projet en fait est rentable. C'est-à-dire que si on fait des bénéfices, c'est pour rembourser nos emprunts. On a de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent voir Genilem avec justement des projets à impact économique, social, environnemental, etc. T'as quelque chose à leur dire, à partager avec eux? On répond à des demandes très concrètes. C'est-à-dire que si vous démarrez un projet dans le but d'être écolo, c'est peut-être pas suffisant pour que le projet soit rentable. C'est-à-dire qu'il faut commencer, je pense, par trouver une idée sympa qui a vraiment un marché derrière, et ensuite faire en sorte que le concept soit hyper vertueux. Mais de démarrer avec dire je vais faire quelque chose d'écolo pour que ça soit rentable, ça me semble, ça serait le premier truc. Si tu me donneras un exemple, je regarderais ça en fait, en disant si on part d'abord pour faire de l'écologie, peut-être que là il faut avoir un fonds d'investissement derrière, parce que sinon l'avenir n'est pas assuré, quoi. Faut d'abord trouver un problème à résoudre alors. Ouais, exactement. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Boris Siegenthaler, fondateur et CEO d'Infomaniac. Même si vous avez compris que j'ai beaucoup d'amitié tant pour le personnage que pour l'entreprise, j'espère que vous avez aimé découvrir la transformation de cette entreprise atypique qu'est Infomaniac. Personnellement, je trouve l'engagement de cet entrepreneur et de toute son entreprise exemplaire. Cette grosse PME qui croît chaque année, ici, n'en demeure pas moins une entreprise citoyenne militante. Et on comprend, en écoutant Boris l'autodidacte, la volonté de faire les choses différemment et durablement.
Car le but n'est justement pas de toujours faire plus d'argent, mais d'avoir du sens. Et comme le dit Boris bien mieux que moi, le sens de la vie, c'est faire des choses qui sont durables. Mais attention, en l'écoutant, on comprend aussi que l'écologie ne doit pas être un but en soi, c'est une manière de faire les choses, et l'important si on veut mener un projet à impact, on l'a compris en écoutant Boris, c'est d'abord de trouver son marché et d'identifier un problème à résoudre. Pour conclure, j'aimerais remercier Hourplace, l'espace de coworking situé à Morges, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Géninem, fondée en 1995.